Salut, toi qui me regardes. J'espère que tu es en forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet très important, la création d'un dossier citoyen en France. Dans un premier temps, on va voir le fichage des juifs et des tziganes avec les machines Holoris de IBM, puis nous aborderons le recensement citoyen et on en viendra finalement à la création d'un dossier citoyen quand on verra par rapport au dossier médical partagé, la carte vitale qui se dématérialise, tous les fichiers qui se dématérialisent et maintenant même la création d'une identité numérique avec Alice M. N'oublions jamais le passé, chose très importante. En 2019, on entend encore parler de révolution. Mais ont-ils oublié 1789, où la population fit cette révolution et où les francs-maçons ont récupéré les institutions en instaurant les bases de la future constitution? Il est donc grand temps de sortir de l'illusion et de se mettre en mode vision, réflexion et réaction. Partant du principe que nous exposons les faits pour la vision et la réflexion, il faudra après trouver, avec cette réflexion même, comment passer à la réaction. Pendant la Seconde Guerre mondiale, un outil technologique a été indispensable à la solution finale de Hitler. Ce sont les cartes perforées d'IBM qui ont aidé les Allemands dans leur programme d'extermination décidé le 20 janvier 1942 lors de la conférence de Wannsee. Elles sont utilisées au sein du service de questions juives des préfectures où les juifs ont eu obligation de se faire recenser depuis l'ordonnance allemande du 27 septembre 1940 et la loi de Vichy du 2 juin 1941. Hermann Hollerith, 1860-1929, américain d'origine allemande, rejoint un poste de recensement de Washington DC. À 20 ans, il invente une carte avec des perforations dont chacune représente une particularité d'un individu. Cette carte est insérée dans un lecteur grâce à des mécanismes à ressort aisément réglables et un balayage rapide capable de repérer les perforations par contact électrique. Par les classements en fonction de critères préalablement choisis, ces machines peuvent tracer le portrait d'une population. En 1884, il construit son premier prototype. En 1890, les machines d'Hollerith sont employées au premier recensement jamais effectué sur le sol américain. Ce recensement est un succès immense. Hollerith décide de louer ses machines au gouvernement. Les pays du monde entier passent commande. Hollerith dispose d'un monopole absolu. Chacune des pièces étant dépendante de toutes les autres. En 1896, il fonde sa propre société, The Tabulating Machine Company. En 1910, l'ADOMAG, Ho pour Hollerith, société allemande des machines Hollerith, ouvre ses portes. Indépendante de la maison mère au bord de la faillite en raison de l'ingérence d'Hollerith, elle joue un rôle crucial dans le recensement des juifs sous le régime nazi. En 1911, Hollerith décide de vendre sa société. Charles Flint est un homme d'affaires de renom mondial, un virtuose de la finance internationale qui rachète l'entreprise. Puis il la rebaptise aussitôt en Computing Tabulating Recording Company, la CTR. À sa tête, il nomme Thomas J. Watson, qui fait ses débuts à la CTR en 1914. C'est un homme déjà connu aux USA pour ses méthodes peu orthodoxes et son peu de scrupules face à la concurrence. En 1924, sur l'initiative de Watson, la CTR devient IBM, International Business Machine. Watson y met en place, au sein des employés, un véritable endoctrinement essentiellement tourné vers le profit. IBM devient international et Watson en est son âme damnée. Avec ce changement, la ADOMAG passe sous la coupe d'IBM. Avec l'arrivée d'Hitler au pouvoir, ces machines servent au recensement des populations juives en Allemagne, dont le premier est réalisé en 1933, tout d'abord, puis dans tous les territoires conquis aussitôt après l'arrivée des troupes allemandes. Très vite, en Allemagne, les machines Hollerith sont utilisées par toutes les plus grandes entreprises. En 1933, le camp de concentration de Dachau ouvre ses portes. Toutes les listes des détenus des camps de concentration destinés au travail, à l'infirmerie ou aux chambres à gaz plus tard dans les camps d'extermination sont faites par les machines Hollerith, donc par l'entreprise IBM. Ces dernières sont entreposées dans un local des camps réservés à cet effet, l'Arbeitseinsatz, mention qui figure sur tous les documents en tête. En 1934, elles sont directement impliquées dans l'opération T4 d'euthanasie des aliénés mentaux et handicapés physiques. Chargée de lister l'ensemble de ces malades sur le sol allemand, la firme allemande élabore des cartes perforées spécifiques à cet usage. En 1935, en 8 heures de travail, une presse peut éditer 65 000 cartes perforées. En à peine 2 ans, 59 presses ont été installées en Allemagne. C'est aussi grâce aux machines IBM que le recensement des juifs des ghettos polonais a été aussi efficace et n'a laissé derrière lui que peu de rescapés lorsque l'heure de l'extermination a sonné. Watson travaille de concert avec les Allemands. Si les perspectives de profit sont omniprésentes dans l'esprit de Watson, il est un ardent défenseur de l'idéologie allemande et ne s'en cache pas. Son influence en fait un très proche conseiller de Roosevelt lui-même.
La société allemande surclasse toutes les autres et génère des revenus si importants qu'elle se classe en seconde position derrière la société mère américaine. Aussi, Watson n'hésite pas à se rendre sur le sol allemand avant la guerre pour choyer ses partenaires allemands. Très vite, pour conserver son hégémonie, la DOMAG voit arriver dans son comité directeur des nazis convaincus et la dite société se retrouve à fournir toutes les sociétés européennes en matériel qu'elle leur loue. En 1937, devant le travail effectué, Hitler crée une décoration spécialement pour Watson, la croix du mérite de l'aigle allemand avec étoile, pour honorer les ressortissants étrangers qui ont rendu service au Reich allemand. Cette distinction lui est même remise personnellement au cours d'une cérémonie officielle se déroulant à Berlin. Aux États-Unis, le scandale est si énorme que Watson est très vite contraint de rendre sa médaille. Les nazis ne lui pardonneront jamais. Pourtant, l'intérêt commun passe avant tout, la DOMAG continue de spéculer sur l'Holocauste à venir et ses bénéfices ne cessent d'enfler. En 1942-43, les gouvernements alliés connaissent la provenance douteuse de l'or allemand. Ils menacent les pays neutres de sanctions économiques si ces derniers continuent d'accepter cet or. Le commerce de l'or avec l'Allemagne est bientôt bloqué. Un véritable embargo voit le jour. Le vice-président de la Banque nationale suisse a alors l'idée de transformer l'or allemand indésirable en or suisse très recherché ou en franc suisse accepté partout et à la valeur stable. Le commerce et les importations allemandes reprennent aussitôt. L'Allemagne est un pays pauvre en matières premières. Avec les devises étrangères que la Banque nationale suisse fournit aux Allemands en échange de leur or, les nazis ont pu acheter celles qui leur ont fait défaut. La guerre, qui aurait pu s'arrêter, l'Allemagne étant exsangue, a duré encore plusieurs années. Aux États-Unis, Roosevelt interdit aux entreprises américaines de spéculer avec les forces de l'Axe. Ainsi, les avoirs de la DOMAG sont-ils gelés pour IBM jusqu'à la fin de guerre, celle-ci ayant fait des bénéfices qui n'ont cessé d'être exponentiels tout au long de la guerre. Par diverses manœuvres, Watson est parvenu malgré tout à récupérer les profits de sa société allemande à la fin de la guerre. Il n'a jamais été inquiété ni mis en accusation. Quid d'IBM en France sous le régime de Vichy ? L'ancienne CTR, future IBM, ouvre son premier bureau à Paris en 1919. En 1936, Watson restructure IBM France et crée une autre filiale, la compagnie électro-comptable, CEC. Très vite, les commandes affluent. Au moment de la guerre, malgré deux autres rivaux présents sur le marché, la CEC détient l'essentiel du marché. Quand l'armistice est signé en 1940, les Allemands réquisitionnent aussitôt plus de 300 machines Oleris. Habile, Watson décide de facturer la location de ces machines qui sont éparpillées sur tout le territoire allemand, mais soigneusement répertoriées. Par l'entremise de Fillinger, un des administrateurs de la DOMAG soigneusement placé en fonction au sein de la CEC, ce sont 308 contrats de location qui sont signés avec l'armée allemande pour ces fameuses machines. Les bénéfices de la CEC s'envolent. Mais la CEC est totalement tributaire de la DOMAG qui a été le commanditaire de l'essentiel des commandes de la CEC, celle-ci n'ayant fait de bénéfices que sur les sous-traitances ou des réparations. Une grave pénurie de papier a rendu la CEC encore plus dépendante. À la déclaration de guerre, la DOMAG ne fait aucun mystère de sa volonté d'affranchissement d'IBM New York. L'Allemagne d'Hitler veut identifier les Juifs en fonction de leur ascendance et pas de leur religion, les ficher, les dépouiller de leurs biens, les déporter dans des camps. Une menace sourde plane sur les Juifs français. Hitler est prêt. En 1940, la première tentative de recensement des Juifs français a lieu. Ceux de la zone occupée ont pour ordre de se présenter, de s'inscrire et de fournir tous les renseignements possibles sur leurs activités professionnelles auprès du commissariat de police dont ils dépendent du 3 au 20 octobre 1940. Ce premier essai se révèle vite infructueux. Les machines Oleris françaises ayant été réquisitionnées par les Allemands dès leur arrivée sur le sol français, dans le seul département de la Seine, 149 734 personnes se présentent dans les commissariats. Les renseignements obtenus sont centralisés par la police française qui constitue, sous la direction d'André Tullard, sous-directeur du service des étrangers et des affaires juives à la préfecture de police de Paris, un ensemble de 4 fichiers, dits fichiers Tullard, alphabétiques, par nationalité, par adresse, par profession, représentant au total 600 000 fiches. Ce fichier se subdivise en fichiers simplement alphabétiques, les juifs de nationalité française et étrangère ayant respectivement des fiches de couleurs différentes, et des fichiers professionnels par nationalité et par rue. Il a ensuite été transmis à titre gracieux à section 4J de la Gestapo, chargée du problème juif. Le fichier sera principalement utilisé pour l'organisation de la rafle du Vélodrome d'hiver les 16 et 17 juillet 1942. Mais ce système, très imprécis, exclut les enfants, n'évite pas les doublons, ce qui amène à des dénombrements très supérieurs à la réalité. Un deuxième recensement a lieu le 14 juin 1941, tout aussi confus et improductif, même si apparemment il semble plus précis.
Les préfectures reçoivent à cet effet 6 pages de directives précises à respecter. Face à l'ingérence française, les Allemands s'impatientent et les demandes de renseignements précis affluent auprès des diverses administrations compétentes. Pour essayer de centraliser tous les renseignements en un seul fichier facilement exploitable, ce sont près de 140 000 formulaires à remplir qui parviennent ainsi à une unité de police de Vichy affectée à cette tâche. Affolé, débordé faute de personnel suffisant, sans locaux adaptés pour effectuer le travail demandé, Xavier Vallat, commissaire aux questions juives, se tourne alors vers le seul homme qu'il juge compétent, le général René Carmille, contrôleur des armées, qui est parvenu à sauver l'ensemble de ces machines tabulatrices. Elles ont été sauvées de nuit, sur ordre de Carmille au titre de prise de guerre. Après l'armistice, la France conserve le droit de conserver une armée de 100 000 hommes. Le colonel Duvigier et Carmille, alors contrôleur général, demandent au gouvernement de Vichy et à l'armée la possibilité d'ouvrir un service civil consacré à la tenue de fiches mécanographiques de la population à des fins de mobilisation clandestine en cas de débarquement des Alliés. La mobilisation de 1939 ayant été jugée décevante. Le service de la démographie ouvre ainsi ses portes le 15 décembre 1940 et est placé sous l'autorité du ministère des Finances. Dans une lettre au même Xavier Vallat, en date du 18 juin 1941, dont l'objet est le recensement des Juifs, le même Carmille écrit « Une loi du 2 juin 1941, publiée au journal officiel du 14 juin 1941, prescrit le recensement de toutes les personnes qui sont juives au regard de la loi de la même date portant sur le statut des Juifs. L'enquête que les services de votre commissariat général veut faire entreprendre intéresse au plus haut point le service de la démographie chargé des opérations statistiques de toute nature intéressant la population de la France. Ce service vient d'organiser en zone non occupée un premier recensement comportant l'inventaire des activités professionnelles de toutes les personnes âgées de 14 ans à 65 ans. Les recensements recueillis, ainsi que tous ceux qui proviendront d'enquêtes ultérieures, conduites aussi bien en zone occupée qu'en zone non occupée, sont destinés à constituer et à permettre de tenir à jour pour chaque individu un dossier résumant la nature de ses activités et à l'aide duquel pourra être dressé à tout moment le tableau démographique général de la nation. Il m'apparaît dans ces conditions que le recensement des Juifs est susceptible d'apporter un complément d'information d'autant plus intéressant que les investigations portent non seulement sur les personnes, mais encore sur leurs biens. Ces considérations m'amènent à vous demander de bien vouloir me faire connaître dès maintenant les modalités de l'enquête que vous entreprenez, le détail des questions posées, puis ultérieurement les résultats que vous avez recueillis. Dans le cas où le modèle des bulletins de recensement des Juifs ne serait pas définitivement établi, je me tiens à votre disposition pour étudier un formulaire qui devrait permettre aussi bien à votre commissariat général qu'au service de la démographie de réunir tous les renseignements utiles sur les Juifs, de découvrir ceux d'entre eux qui auraient omis de faire leur déclaration, d'organiser un contrôle de l'état des biens et de leur transfert éventuel et en définitive d'être éclairé exactement sur le problème juif. Je charge à un administrateur de la direction de vous exposer l'organisation du service, ses méthodes de travail, les résultats escomptés grâce à l'emploi de procédés mécanographiques pour la gestion des dossiers individuels et d'examiner avec vous les conditions de la collaboration qu'il pourrait vous sembler avantageux d'établir entre les services intéressés. » Fin de sa lettre. Les buts et objectifs de Carmille sont alors clairs. Pour disposer d'un fichier utilisable en cas de remobilisation, il doit créer un fichier mécanographique des soldats et des divers personnels militaires, sans oublier les prisonniers. Il doit aussi attribuer un numéro d'identité à l'ensemble de la population et recenser la population active en distinguant tout particulièrement les professions et diverses qualifications en vue d'une mobilisation clandestine en cas de débarquement des Alliés. Carmille observe alors que le numéro qu'il a mis en place est beaucoup moins encombrant et nettement plus efficace en nombre de caractères grâce au simple usage des noms, prénoms et numéros de matricule en vigueur selon les armées. Pour attribuer un numéro à chaque individu, le relevé des actes de naissance présents au niveau des greffes des tribunaux est réalisé. Le recensement de la population est ainsi effectué, ce qui permet de doter d'un numéro les millions de personnes nées en France dans les 65 dernières années. Comme l'opération a un caractère civil, l'appartenance aux deux sexes est signalée. Un 13e chiffre est adjoint à l'ensemble avec en première colonne 1 pour les hommes, 2 pour les femmes. Le futur numéro de la sécurité sociale vient de voir le jour. Numéro de sécurité sociale qui est aujourd'hui indispensable si on veut travailler, si on veut faire partie de la société. En 1945, le numéro Carmille devient le numéro de sécurité sociale et en 1946, le service national des statistiques évolue et prend l'appellation d'INSEE. Le 6 septembre 1944, les forces françaises libres arrêtent Virgile. Sur la pression de Watson et d'IBM New York, les membres de la CEC en prison sont relâchés. Ils ne seront plus inquiétés. Pendant un an, IBM France se bat pour récupérer ses machines dispersées dans toute l'Europe et elle y parvient.
Elle réussit même à récupérer les sommes déposées sur des comptes au Crédit Lyonnais en démarchant avec insistance le gouvernement. Enfin, si les Allemands sont parvenus à aménager des services entièrement équipés en machines dévolues au recensement puis à l'extermination des Juifs sur leur territoire, en France, Vichy ne l'a pas fait grâce au seul général René Carmille. Il convient de ne pas l'oublier. Plus de 100 000 fiches de Juifs ont été stockées dans le bureau de Carmille et n'ont jamais été transmises. Carmille a fait échouer toute l'opération. Convaincu de résistance, ayant largement contribué à perturber le recensement des Juifs, ayant fabriqué jusqu'à 20 000 fausses pièces d'identité, l'arrestation de Carmille est décidée. Il est arrêté par la Gestapo de Lyon en qualité de grand ennemi de l'armée allemande, ayant entretenu des relations avec Londres et aidé des groupes de terroristes. Le 3 février 1944, interrogé et torturé par Klaus Barbie pendant 2 jours, il est interné à Montluc, puis à Compiègne. Il part pour Dachau dans le dernier train du 2 au 5 juillet 1944. Déporté, il meurt en captivité en 1945. Il reste officier de l'armée française jusqu'à sa mort. Son action a été si efficace que les quotas des Juifs réclamés par les Allemands sont passés de 100 000 à l'arrestation de Carmille à 40 000. Il faut ne surtout pas oublier que le recensement et le fichage des citoyens à travers la création d'un dossier est très dangereux pour nous quand on voit que pendant la Seconde Guerre mondiale, IBM a fourni un outil majeur pour l'extermination de la race humaine, du moins d'une partie de la race humaine. Et si on fait des recherches aujourd'hui, on voit qu'IBM est l'une des entreprises les plus puissantes sur Terre, notamment en termes d'intelligence artificielle, d'ordinateurs quantiques et de calcul, mais pas que. Ces informations qui ont été présentées par rapport à IBM viennent en partie du livre IBM et l'Holocauste d'Edwin Black. Pour revenir dans notre présent, on voit aujourd'hui que le numéro de sécurité sociale qui découle de tout ce qui a été dit avant est obligatoire pour travailler, pour être dans le système. On voit également que le recensement citoyen est obligatoire et se fait dès l'âge de 16 ans. Il doit être effectué pour notamment participer à la journée défense et citoyenneté, pour passer le cas échéant des concours et examens d'État avant l'âge de 25 ans, comme le CAP, le BEP, le baccalauréat ou le permis de conduire, ou également tout simplement être inscrit sur les listes électorales dès 18 ans. Pour le moment, les jeunes peuvent se faire recenser auprès de la mairie de leur domicile ou sur le site internet mon.service-public.fr. Et de plus en plus, on imposera à ce que ça soit fait à partir du site. Le premier recensement à l'échelon national a eu lieu en 1328 pour la France. Il fut réalisé pour des raisons essentiellement fiscales. On arrive à la création d'un dossier citoyen bien pire que ce qui a pu se faire par le passé. On a vu arriver le dossier médical partagé qui existe depuis 2004 à grand renfort de spots publicitaires. La ministre de la Santé et des Solidarités, Agnès Buzyn, a lancé le 6 novembre 2018 le dossier médical partagé. Une plateforme numérique pensée comme un carnet de santé virtuel, gratuit, non obligatoire pour le moment et accessible à tout bénéficiaire de la sécurité sociale. 8 mois plus tard, la Caisse nationale de l'assurance maladie, CNM, qui gère ce dispositif, dit avoir recensé plus de 6 millions d'ouvertures de ces carnets virtuels de santé. En 2022, la ministre espère au moins 40 millions de DMP ouverts, soit plus de 60% de la population française. Ils veulent se débarrasser du papier au profit du cloud. Heureusement, beaucoup de médecins ne veulent pas l'utiliser. Le DMP a coûté au total plus de 500 millions d'euros sur 14 ans. La carte vitale est également sur le point d'être dématérialisée. Le ministre de la Santé évoque une généralisation de la e-carte vitale à l'horizon 2021. Une e-carte d'assurance maladie, sous forme d'application sur smartphone et tablette, est testée depuis mai 2019 jusqu'à mai 2020 dans les départements des Alpes-Maritimes et du Rhône. La nouvelle application carte vitale, nommée APCV, sera délivrée gratuitement aux personnes volontaires rattachées aux caisses d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et du Rhône, mais aussi aux mutualités sociales agricoles 1 au Rhône et Provence-Azur. La dématérialisation de la carte vitale s'inscrit plus globalement dans le projet de loi Ma Santé 2022. Adopté le 26 mars 2019 par l'Assemblée nationale, avant d'être discuté au Sénat, le projet de loi a pour ambition d'accélérer le virage numérique dans le secteur médical. Tout commence à être dématérialisé et il va donc falloir nous réveiller face à ce gouvernement qui met tranquillement en place sa dictature avec un outil majeur, le numérique. Le gouvernement vise à la dématérialisation de 100% des démarches administratives d'ici 2022. Carte grise, permis de conduire, pré-demande de passeport, de carte d'identité, impôts, timbres fiscaux, changement de situation, CMUC, etc. D'autres services vont être dématérialisés dans les mois à venir. On peut encore s'opposer pour ralentir leur programme. En 2018, le défenseur des droits avait été saisi par des milliers d'usagers confrontés à des difficultés pour obtenir en ligne un permis de conduire ou une carte grise. Il a donc demandé en septembre 2018 au gouvernement une alternative papier ou humaine à la dématérialisation afin que l'usager puisse toujours échanger avec l'administration. Un décret du gouvernement a officialisé le développement d'une application mobile d'authentification d'identité baptisée Alice M
elle fait appel à un dispositif de reconnaissance faciale. Ce dispositif d'identité numérique arrive à la surface au moment où le gouvernement parle dans un même temps de lutter contre les contenus haineux en ligne. Alicem est une application mobile, pour le moment uniquement disponible sur Android. Acronyme d'authentification en ligne certifiée sur mobile, elle est actuellement en phase de test. Bientôt, elle permettra de s'identifier grâce à son smartphone pour accéder depuis son mobile au site de certains services publics regroupés dans le portail d'accès France Connect, comme celui des impôts ou celui de l'assurance maladie. En 2012, la création d'une base de données biométrique avec l'appui de l'Agence nationale des titres sécurisés, ANTS, avait été avortée par le Conseil constitutionnel qui avait jugé le projet anticonstitutionnel. En septembre 2017, Christophe Castaner évoquait dans une feuille de route sa volonté de se positionner comme maître d'œuvre de l'élaboration de solutions d'identité numérique, note Le Monde. Le ministre Christophe Castaner a par ailleurs fait savoir cette année qu'il souhaitait que tous les Français puissent prouver leur identité en ligne d'ici 2020, notamment par Alicem, qu'il qualifie dans un rapport de la cybermenace d'imprémisse d'une politique publique de l'identité numérique. Si on spécule sur un point, on pourrait penser que le gouvernement va directement s'allier avec les opérateurs, fournisseurs d'Internet, pour que la connexion se fasse avec Alicem, avec l'identité numérique. Comme ça, le gouvernement aura accès à chacune de nos recherches, connaissances, idées. On appelle ça donc un système dictatorial. Alicem a finalement été mis en place via un décret publié le 13 mai 2019. Son principe est simple. Elle demande à ses utilisateurs de prouver leur identité en prenant en photo leur passeport ou titre de séjour biométrique, mais aussi via un système de reconnaissance faciale statique, via une photo, et dynamique, via une vidéo où il faut faire des gestes et des mouvements de tête. Sachant que tous les jours ou presque, des articles sont publiés sur les abus à la reconnaissance faciale, de plus en plus ce système permettrait au gouvernement d'avoir une base de données et d'utiliser chaque dossier de citoyen pour le surveiller grâce aux caméras, notamment en ville. Il nous faut donc nous opposer à ce programme d'identité numérique en contactant le défenseur des droits, également en contactant la CNIL ainsi que des associations. Sur mon site, je vais vous partager une lettre que je vais envoyer, car ça vous donnera un exemple pour envoyer vos lettres à ces organismes, et on en reparlera également pendant des lives qui vont arriver. J'invite chacun d'entre vous à faire cette démarche avant qu'il ne soit trop tard. Donc à vos papiers et crayons, prenez des enveloppes et timbres et écrivez des lettres au moins à la CNIL, aux défenseurs des droits et à la Quadrature du Net. Le 15 juillet 2019, ce décret publié le 13 mai 2019 a été contesté par une association de défense des libertés numériques, la Quadrature du Net. Cette dernière a déposé un recours au Conseil d'État pour le faire annuler. Elle s'insurge contre le fait que l'utilisateur n'ait pas la liberté de choisir de passer outre le dispositif de reconnaissance faciale pour avoir accès à plusieurs services publics dématérialisés via Alicem. L'association reproche à l'État de ne pas respecter le RGPD, Règlement général sur la protection des données personnelles. Le consentement ne devrait pas être considéré comme ayant été donné librement si la personne concernée ne dispose pas d'une véritable liberté de choix. La Quadrature du Net s'appuie aussi sur un avis de la CNIL, Commission nationale de l'informatique et des libertés, rendu le 18 octobre dernier sur le projet du gouvernement. Le gouvernement ne propose pas, en l'occurrence, d'alternative à la reconnaissance faciale pour créer une identité numérique. Au regard de ces principes, le consentement ne peut être regardé comme libre et comme étant par suite susceptible de lever l'interdiction posée par le RGPD. La Commission propose de mettre en place des solutions alternatives à la reconnaissance faciale pour garantir un consentement libre, comme un face-à-face en préfecture, ou un appel vidéo avec un agent de l'ANTS. Des solutions qui n'ont pas été retenues par le gouvernement dans son décret. Le plus inquiétant dans cette procédure, c'est que nous constatons une perte de pouvoir de la CNIL. Si même le gouvernement ne l'écoute plus, qui va le faire s'interroge Martin Drago, juriste au sein de la Quadrature du Net, contacté par le Figaro. Proposer des alternatives, c'est le minimum, explique-t-il. L'expert regrette l'absence de prise de conscience de l'opinion et des pouvoirs publics sur le sujet de la reconnaissance faciale, alors que déjà plusieurs villes, notamment aux États-Unis, ont décidé de bannir cette technologie. Une question peut découler de cette révélation par rapport au dossier citoyen, c'est est-ce que demain nous serons tous sous notation comme le peuple chinois ? Bientôt tous sous notation, une note virtuelle et une note réelle, nous donnant un rang social. Une note virtuelle pour finalement parer la haine en ligne, donc avoir un comportement adapté sur l'internet, puis découlant de celle-ci, après une note réelle, et c'est certainement ce qui arrivera au niveau européen. Il faut savoir que depuis 2014, la Chine travaille sur un système d'évaluation de ses propres citoyens programmé pour être mis en place en 2020. Une personne ne paye pas ses impôts ou ses contraventions, des points en moins. Au contraire, celle qui respecte les lois et ses engagements verra son score augmenter.
en fonction de leur comportement au quotidien, et donc de leur note globale, puis du barème défini par la localité, les citoyens seront récompensés ou bien sanctionnés. Depuis le 1er mai 2018, les individus ayant une mauvaise note sociale sont inscrits sur une liste noire les empêchant d'acheter des billets de train ou d'avion pour une période pouvant aller jusqu'à 1 an. Surveillés en permanence par des caméras intelligentes à reconnaissance faciale, les Chinois sont sous notation. Pour le moment, la notation est seulement bancaire et atteste de la bonne gestion des comptes. Mais qu'en sera-t-il demain ? Mais d'ici à 2020, le système pourrait être étendu à l'ensemble des actions des Chinois en recoupant des centaines de données, les big data, fournis par les banques, les sociétés privées et les autorités. Tout sera et analysé. Situation financière, habitudes de consommation, carrière professionnelle, jusqu'au comportement sur les réseaux sociaux. En France, avec cette identité numérique et ce projet de loi contre les contenus haineux sur Internet, on pourrait voir arriver la même chose qu'en Chine. Une notation des citoyens sur le web pour commencer, avant de lancer la notation des citoyens exemplaires pour lutter contre les incivilités, utilisant des applications de délation comme l'application Reporty qui fut utilisée à Nice en 2018 afin d'offrir des points aux collaborateurs. On a vu des services connus comme Uber amener les clients et les employés à donner des notes, des services en ligne comme Amazon, Cdiscount, eBay qui proposent de noter les articles vendus. On veut emmener à ce que tout soit sous notation, autant les gens que les produits. Mais la différence pour les personnes, ce serait qu'eux auraient un rang finalement social, afin de savoir s'ils sont fréquentables ou non, s'ils ont de bonnes pensées, s'ils sont bien ancrés dans le système. Et enfin, une fois le dossier citoyen mis en place, on arriverait à imposer la puce RFID de nouvelle génération à la société lobotomisée de toute pensée de ce qu'est la véritable liberté. Pour ceux qui veulent se renseigner un peu plus sur la puce RFID, je vous invite à voir une de mes anciennes vidéos qui parle de ce sujet, donc notamment qui expliquait cette technologie RFID ainsi que le NFC présent dans nos téléphones. Elle sera dans la description. Maintenant, il faut être de la résistance. Je vous invite donc à faire comme moi, c'est-à-dire écrire un courrier à la CNIL, aux défenseurs des droits et également à l'association La Quadrature du Net. Cela va vous prendre quelques minutes. Le prix de 3 enveloppes, 3 timbres, quelques feuilles, mais croyez-moi que ça vaut encore le coup. On peut encore faire bouger les lignes ou au moins retarder le programme du gouvernement français. Les adresses sont facilement trouvables sur le net. Je vais également vous les mettre dans la description. N'hésitez pas à ajouter à vos lettres des articles de journaux qui dénoncent cela, afin que nos courriers soient le plus complets possible. Je vais donc mettre en ligne et à votre disposition ma lettre que j'aurai publiée et envoyée en 3 exemplaires. Si vous voulez que la vôtre apparaisse, n'hésitez pas à me l'envoyer par mail, à la scanner avant de la poster. Comme ça, moi, je pourrais la publier. Ceux qui veulent m'envoyer en privé aussi la leur sans qu'elle soit forcément rendue publique, n'hésitez pas. Ça peut également aider ceux qui ne savent pas comment formuler la leur et leur donner une base d'inspiration. Merci donc à tous ceux qui auront participé à ce petit geste de résistance et on en reparlera dans les prochains lives qui arrivent et on verra ce que ça donne.